Je me présente, donc Thierry Caquet, moi je suis le directeur scientifique environnement d'INRAE. Donc INRAE, c'est peut-être pas familier pour tout le monde, mais c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. En fait, c'est un nouvel institut de recherche qui a 2 ans d'âge. On est très jeune, mais en fait, on est les héritiers de 2 institutions plus anciennes qui sont l'INRA, que vous connaissez, et l'IRSTEA. Nous avons fusionné au 1er janvier 2020. Et Jean Roch parlait de contrat d'objectif de performance. Nous avons signé notre contrat d'objectif de moyens et de performance en début d'année avec les 2 ministres de tutelle. Et donc, on m'a demandé ce matin de faire un point sur la filière équine face au changement climatique. Alors, changement climatique vu sous l'angle à la fois des aléas que nous allons connaître, que nous connaissons déjà, contribution de la filière équine aux émissions de gaz à effet de serre. Je vais un peu divulgacher en bon français des présentations qui sont faites plus en détail par certains collègues dans la matinée donc de l'IFCE. Et puis voir comment la filière peut s'adapter et comment finalement elle possède des atouts ou pas. C'est vous qui verrez aussi en tant qu'expert du domaine sur ces questions. Alors pour juste préciser les choses, je ne connais pas grand-chose à la filière équine, voilà, je le dis tout de suite. Donc je vais peut-être dire des énormités, je compte sur vous pour me corriger. Moi je viens du domaine plutôt de l'environnement au sens large et je dirais de la question de l'adaptation au changement climatique que je gère pour INRAE. Alors peut-être pour commencer, ramener des choses qui sont, je pense, dans l'air du temps, que tout le monde a entendu, mais peut-être préciser un certain nombre d'éléments sur ce que j'ai appelé ici les données du problème, avec cette photo un peu anxiogène, bien sûr, d'un orage qui tombe sur des champs de blé, pour évoquer ce que l'on sait, ce que l'on pressent du changement climatique en cours, et puis voir ensuite quels peuvent être les impacts. Alors, les données du problème, elles sont très complexes, mais on peut résumer ça de 3 manières. Première chose, c'est un certain nombre de changements tendanciels dont certains sont déjà visibles. Par exemple, en termes de température, c'est ce qui est illustré ici sur la gauche de la diapositive, mais c'est aussi la remontée du niveau de la mer dont on entend parler. Alors, ça paraît peu, quelques millimètres par an, mais finalement, au bout du temps, ça finit par faire des grosses valeurs. Donc ça, c'est ce que tout le monde a en tête. On vous dit, voilà, la température va augmenter, sera-t-on à plus 2, plus 3, plus 4 degrés dans 20 ans, 30 ans. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais ça fait partie, je dirais, de ce qu'on attend comme conséquence du changement climatique. Le deuxième élément, c'est ce qui est au centre de la diapo, c'est ce qu'on connaît déjà. Ce sont des événements climatiques dits extrêmes, c'est-à-dire des aléas. Ça peut être des tempêtes, ça peut être des gels, ça peut être des précipitations, des sécheresses, qui surviennent de manière plus fréquente ou avec une intensité plus forte au fur et à mesure que le temps passe. Alors, on pense souvent au changement climatique, réchauffement, mais vous savez très bien, on l'a vu sur les 2 dernières années en France notamment, France métropolitaine, que le gel reste pour l'agriculture au sens large, et notamment pour la production fruitière ou viticole, un sujet d'importance, parce que c'est pas parce que le climat évolue et se réchauffe que pour autant les périodes de gel vont disparaître. Et en général, elles se produisent maintenant à un moment où la végétation a démarré plus tôt, avec des impacts beaucoup plus grands. Donc les aléas, les événements climatiques extrêmes percutent de plein fouet toutes les activités humaines, les activités agricoles, et l'élevage en fait partie. Et puis le troisième point, la troisième dimension de ce changement climatique à l'œuvre, c'est une augmentation de la variabilité saisonnière et de la variabilité interannuelle, c'est-à-dire d'une saison à l'autre, le temps peut changer très brusquement. Alors quand on parle de climat, on passe sur des temps longs, mais nous ce qu'on voit, c'est la météo, c'est le temps qu'il fait. Et en fait, on a des fluctuations au cours de l'année, d'une année à l'autre, d'un certain nombre de paramètres qui font qu'il est de plus en plus difficile de se projeter, notamment quand on pilote des activités en lien avec le vivant, de se projeter dans le climat qu'il va faire, dans la météo qu'il va faire à 6 mois, à 1 an. Donc on a ces 3 éléments qui se conjuguent pour finalement nous donner une vision un peu pessimiste de l'avenir. J'essaie de ne pas trop être pessimiste. On me reproche souvent quand je fais des exposés comme ça de dire aux gens c'est fichu, vous n'avez plus qu'à sortir et puis aller disparaître dans la nature. Non, l'idée c'est de poser les éléments du problème et après de voir quelles sont les marges de progrès. Alors, si on regarde au niveau mondial, je ne vais pas faire un cours sur le changement climatique, il y a des gens qui feraient ça beaucoup mieux que moi. Simplement rappeler, sur cette courbe qui date de 2018, un rapport du GIEC qui était antérieur à celui qui est sorti en 2021, on sait que la température du globe s'est réchauffée, globalement, ça c'est évident. En moyenne, c'est un peu moins d'1 degré depuis la période de référence, qui est 1850-1900. Mais quand on regarde ce qui se passe à la surface des terres émergées par rapport à la surface du globe, le réchauffement est beaucoup plus rapide sur les terres émergées. Donc on est actuellement à quelque chose entre environ 1,5 degré d'augmentation, et on sait que ça va continuer à augmenter, et on voit que l'augmentation à la surface des terres, finalement, elle est plus rapide, plus importante que ce qui se passe quand on regarde la planète dans son ensemble, et il se trouve que nos activités se déroulent essentiellement sur le milieu continental, sur les terres émergées, donc un impact à venir vraisemblablement très fort. Ça c'est pour le monde. Si on regarde la France métropolitaine,
Vous regardez sur alors pour ceux que ça intéresse, il y a un site, je fais un peu de publicité au passage pour les collègues, sur Météo France, qui s'appelle Climat HD, et vous pouvez retrouver toutes les chroniques de climat passé, les projections de climat futur. Et par exemple, on peut voir sur cette courbe que les températures moyennes en France ont augmenté en moyenne de 1,4 degré depuis 1900. Ça paraît peu, 1,4 degré, mais du point de vue biologique, c'est énorme. Et puis, on voit une accélération, c'est la partie droite du graphique, au cours des 3 dernières décennies, ça va de plus en plus vite. Et donc, on va vers une accélération de ce réchauffement. Ça s'accompagne d'un certain nombre de phénomènes plus ou moins difficiles à quantifier. Par exemple, des évolutions des précipitations. Alors, ça va varier selon les régions, selon les saisons. Retenez, je le redirai tout à l'heure, en gros, ce à quoi on s'attend, c'est qu'il va pleuvoir de plus en plus en hiver, de moins en moins en été. Ça sera variable sur entre le nord et le sud de la France, mais c'est un peu ça les grandes tendances. Même si au total, la quantité d'eau qui va tomber sur le territoire français sera à peu près la même. Mais simplement, ça sera réparti différemment entre les saisons. On ne peut rien dire pour l'instant sur les tempêtes les plus extrêmes. Il est toujours tentant, quand on est notamment journaliste, de dire tiens, une tempête vient d'arriver, où il y a des précipitations, épisode Cefnol, c'est le changement climatique. Il faut être très prudent par rapport à l'attribution, mais on sent quand même qu'il y a peut-être quelque chose qui se déploie. La neige, la durée de l'enneigement en moyenne montagne diminue. Là, ça peut paraître comme ça anecdotique. Alors, ce n'est pas anecdotique si vous vivez en montagne, bien sûr, si vous vivez des sports d'hiver, mais c'est aussi très important en termes de disponibilité en eau au printemps et en été, parce qu'il y a beaucoup de cours d'eau. Prenez un des plus grands en France, de fleuve de France, le Rhône. C'est un régime dit nival, c'est la fonte des neiges des Alpes qui alimente le Rhône. Et s'il n'y a plus de glaciers, s'il n'y a plus de neige, eh bien, le Rhône va baisser. Et toutes les activités, y compris les activités agricoles liées à l'irrigation, on peut penser au foin de l'accro par exemple, avec la Durance qui est utilisée pour irriguer l'accro, eh bien on peut avoir des problèmes à un moment donné de production. Et puis ce qui fait aussi, ce qui impacte beaucoup l'esprit, c'est les vagues de chaleur. Donc avec, vous voyez sur ce graphique, 2003, c'est la sphère, la grosse sphère, c'est la vague de chaleur la plus intense et la plus durable en termes d'intensité qu'on ait connue, et on s'attend dans le futur à ce que ça augmente, avec des impacts sur la santé humaine, mais aussi bien sûr sur l'élevage. Et puis quelque chose qui percute directement l'agriculture, c'est l'assèchement du sol. S'il fait plus chaud, même s'il pleut, il y a une évaporation plus importante, évapotranspiration, les plantes évaporent davantage, et donc le sol s'assèche. Et donc ça va poser des tas de problèmes, des sécheresses plus intenses, plus fréquentes, un accès à l'eau qui peut devenir difficile dans certaines régions, eau potable pour les humains, mais aussi eau d'abreuvement pour les animaux, et puis la production herbagère qui est fortement impactée, avec des coûts après derrière pour les éleveurs qui sont très importants. Alors les perspectives, juste pour clore sur ce chapitre introductif, j'ai repris ici les données du dernier rapport du GIEC qui est paru pour la partie climatique en 2021. Donc, vous savez peut-être que les accords de Paris en 2015 avaient fixé une cible à ne pas dépasser, 2 degrés en 2100. Actuellement, on est sûr qu'on atteindra déjà 1,5 degré d'augmentation dans la période 2020-2040. On est en plein dedans, donc on va peut-être vers plus 3, plus 4 degrés en 2100. Vous allez dire 2100, c'est loin. Mais d'ici là, les perturbations peuvent être très fortes. Et ça, quoi que l'on fasse, si on s'arrêtait dès maintenant à utiliser tout combustible fossile, de toute façon, la machine climatique est partie. Et donc, il faut d'ores et déjà se projeter dans l'adaptation au changement climatique. Ce n'est pas une raison pour ne pas réduire les émissions, mais il faut imaginer l'adaptation. On sait que la sécheresse va être de plus en plus importante, notamment pour la France. Toutes les régions proches de la Méditerranée seront parmi les plus affectées par l'assèchement des sols. C'est déjà le cas, et ça va devenir de plus en plus prégnant. Et j'ai résumé en bas, mais je n'ai pas le temps de tout regarder dans le détail. Qu'est-ce qu'on attend pour la France? Une température moyenne en hausse, surtout l'été, plus dans le sud-est que dans le nord-ouest, des vagues de chaleur qui augmentent, des canicules en hausse, des vagues de froid en baisse, un peu plus de pluie l'hiver, je l'ai dit, et moins de pluie l'été, etc. Donc on a un climat qui évolue, et donc des conditions dans lesquelles nous vivons et dans lesquelles nos activités se déploient qui vont être modifiées. Alors dans tout ça, il est toujours tentant d'attribuer finalement la responsabilité à tel ou tel en disant bah voilà, c'est lui le pollueur, c'est lui, c'est eux qui doivent faire un effort, etc. En fait, quand on regarde globalement, toutes les activités humaines sont responsables d'une pollution de l'environnement, d'émissions de gaz à effet de serre. Notre propre respiration émet du CO2, ben voilà, c'est pas pour autant qu'on va s'empêcher de respirer. Mais en tout cas, il faut prendre conscience que toutes les activités sont concernées. Et donc, quand on est un organisme de recherche comme INRAE, on s'intéresse au bilan de gaz à effet de serre. GES, c'est les gaz à effet de serre. Et là, la petite photo d'illustration, c'est des systèmes de mâts qui sont installés dans le Massif central, qui permettent de mesurer les flux de gaz à effet de serre à partir de prés, à partir de prairies. Alors, il se trouve que là, c'est des bovins qui sont en élevage, mais on peut faire la même chose avec des équins.
Alors, il y a beaucoup de chiffres dans ce que j'ai présenté, vous aurez la présentation, je pense que ça sera mis à disposition. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que globalement, c'est la figure de gauche, c'est les différents secteurs d'émissions pour la France de gaz à effet de serre. La France a fait beaucoup d'efforts, comme beaucoup de pays, et donc on réduit progressivement nos émissions de gaz à effet de serre, mais bon an, mal an, on émet encore 436 millions de tonnes d'équivalent CO2 chaque année. Et ce qui est en vert sous la barre des X, là, c'est le puits de carbone, c'est-à-dire que c'est le stockage de carbone par les prairies, par les forêts, qui sont les deux puits majeurs en France. Et donc, on a un stockage de carbone qui existe, donc qui permet de capter un peu d'oxygène, de CO2, pardon, mais ce captage, il est nettement inférieur à ce qu'on émet. Et si vous regardez les petits ronds qui sont sur la droite, c'est les différents secteurs, hein, industrie, de l'énergie, manufacturière, l'agriculture, sylviculture et donc l'élevage, c'est ce qui est en vert. On voit qu'entre 1990 et 2019, hein, donc les données qui sont là, finalement, la part de l'agriculture dans les émissions a augmenté. Alors, c'est pas que l'agriculture émet plus, c'est que les autres secteurs ont beaucoup diminué leurs émissions, notamment le secteur de l'énergie. Et quand on regarde le détail donc de ces 83 millions de tonnes, auxquels on peut rajouter ce que j'ai mis à droite en haut, hein, l'industrie agroalimentaire, hein, qui aussi est liée au secteur agricole et qui émet aussi des gaz à effet de serre, eh bien, on a en gros les 90 millions de tonnes, 95 millions de tonnes d'équivalent CO2. Alors, ça veut dire quoi des équivalents CO2? C'est-à-dire qu'on va sommer tous les gaz qui ont un effet sur le réchauffement de l'atmosphère, donc le CO2, bien sûr, mais aussi le méthane, hein, vous le savez, notamment dans le domaine des filières ruminants. Hein, on sait que les vaches et d'autres ruminants émettent du méthane, qui est beaucoup plus puissant en termes de gaz à effet de serre que le CO2. C'est 28 fois plus puissant. Donc, une tonne de méthane, c'est 28 tonnes d'équivalent CO2. Et puis, un dérivé de l'azote, j'ai mis NO2, mais ce n'est pas NO2, c'est N2O, excusez-moi, le protoxyde d'azote, qui est émis par les prairies notamment, ou par les champs quand il y a des apports d'engrais ou des apports de fumier. Et donc, ce protoxyde d'azote, lui, il est 265 fois plus puissant en termes d'effet de serre que le CO2. Donc, on fait des conversions entre les différentes émissions, et on peut, comme ça, dire qu'on a des équivalents CO2. Derrière, ce n'est pas que du CO2, hein, c'est CO2, méthane, N2O. Et ce qui est caractéristique de l'agriculture, c'est qu'elle émet l'essentiel du N2O français, 90% pratiquement vient de l'agriculture au sens large, 67% du méthane et à peine 20% du CO2. Alors, je vais spoiler une présentation qui aura lieu tout à l'heure, je suis désolé, je n'avais pas fait attention au programme, ah oui, désolé Agatha. Juste évoquer le bilan de geste de la filière équine pour dire que finalement on a peu de données, enfin jusqu'à maintenant on avait peu de données, mais ça va changer, vous en saurez plus tout à l'heure, sur ces bilans de geste. Vous avez un petit tableau, là vous ne voyez peut-être pas d'où vous êtes, mais c'est tiré de la base carbone de l'ADEME qui vous dit qu'en fait en moyenne, si on regarde le méthane, un cheval c'est en gros entre 20 et 22 kg par an en moyenne de CO2 équivalent sous forme de méthane rejeté dans l'environnement, mais ça va varier selon qu'on a affaire à un poulain, une jument gestante, une jument suitée. Et puis les poneys, c'est un peu plus, c'est des questions de métabolisme aussi de ces animaux. En gros, le bilan que j'ai pu trouver, moi, dans les bilans France, c'est 1,5% des émissions agricoles totales, c'est la filière équine. Mais c'est très difficile à tracer comme chiffre, hein, parce qu'on regarde en général les grosses masses, et les grosses masses, c'est l'élevage de ruminants, les monogastriques, et puis les chevaux, ils sont un peu perdus dans tout ça, on a très peu de données. Mais on va en savoir bientôt beaucoup plus, notamment en termes d'émissions associées aux déjections aux fumiers, aux épandages, avec Cap2R équin, j'en dirai pas plus, je ne vais pas spoiler. Voilà, donc une approche développée en collaboration entre l'IFCE, l'IDEL et INRAE, pour justement caractériser, sous forme d'une analyse de cycle de vie, l'ensemble de ces émissions. Et donc vous aurez une présentation, pour ceux qui resteront ici, à 11h55, si tout va bien, de l'ensemble de la méthode. Donc, je n'insiste pas là-dessus, je le laisse puisque ça sera présenté tout à l'heure par les porteurs du projet. Mais c'est une grosse innovation, maintenant un outil, et pour faire le parallèle avec ce qu'utilisent les éleveurs de la filière ruminant, Cap2ER est vraiment quelque chose qui est rentré dans la pratique des éleveurs pour vraiment caractériser leur impact sur l'environnement. Alors ce bilan de geste, il ne se limite pas à ce qui se passe sur un haras ou ce qui se passe dans un manège ou un centre équestre. Il y a aussi l'empreinte carbone globale des activités équines. Et ça, il y a beaucoup de filières qui se posent, beaucoup d'activités qui se posent des questions sur leur vrai impact carbone. Le transport des animaux, le fait de faire venir du public, les installations qu'il faut faire fonctionner. Et en fait, on a assez peu de données quantitatives, en tout cas j'en ai trouvé assez peu, mais on commence à avoir des quantifications. Et dans le cadre du Mondial du Lion 2016, il y avait eu donc une étude qui avait été faite, qui a montré que finalement l'événement avait produit environ 2061 tonnes d'équivalent CO2 sur l'ensemble de la durée, donc soit 25 kg par jour et par personne. Sachant que, pour vous donner un ordre de grandeur, un aller-retour Paris-New York en avion, c'est environ 1 tonne
d'équivalent CO2. Bon, ça vous donne un ordre de grandeur. On trouve tous les chiffres dans la littérature, et notamment sur Internet, mais une tonne, il est à peu près bon. Si vous regardez ce qui s'est passé pour le transport par air des chevaux depuis Liège jusqu'à Tokyo, un peu plus de 300 chevaux, ça représente, avec les barèmes de calcul du CIO, en gros un peu 6500 tonnes environ d'équivalent CO2, rien que pour le transport des chevaux. Donc c'est quelque chose. Je ne dis pas c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, je dis ça existe, il faut se poser des questions, il faut pouvoir le quantifier. Quantifier, c'est aussi réduire. Et vous savez sans doute que la Fédération équestre internationale a signé un accord cadre, comme beaucoup d'autres filières sportives, l'accord cadre des Nations Unies sur le sport au service de l'action climatique en 2019, et a été récompensé en 2019 et 2020 par un award, le CEO Dow Carbon Award, pour justement son effort, son engagement dans la réduction des émissions. Et puis il y a la compensation auquel il faut penser, parce qu'on ne peut pas tout réduire. Et donc il faut des fois compenser, c'est-à-dire compenser, ça peut être favoriser le stockage dans les sols, dans la biomasse, mais aussi utiliser l'énergie ou les coproduits du cheval pour produire de l'énergie. J'ai trouvé l'exemple ici du concours international d'Helsinki en 2019, où finalement tout le crottin a été récupéré, et avec des systèmes de cogénération, on peut produire de l'énergie, et 150 MWh ont été produits en 2019. Ça paraît comme ça une anecdote, mais ces démarches de compensation sont de plus en plus intégrées dans la stratégie responsabilité environnementale des entreprises, des organismes comme l'IFCE, comme INRAE. Donc on réfléchit comme ça à diminuer notre empreinte carbone. Alors les conséquences, parce que là je fais une analyse assez rapide, vous avez vu le climat, ses grandes tendances, contribution des émissions de la filière équine, difficile mais on commence à avoir des chiffres. Mais il faut s'intéresser aussi aux conséquences du changement climatique sur nos activités, sur les animaux et sur finalement l'ensemble de la filière. Alors il y a trois éléments dans le triptyque quand on regarde globalement les impacts sur les filières animales. Il y a d'abord ce qui va être, on va dire, les impacts sur les performances et le bien-être de l'animal, auquel on est très soucieux dans pas mal de domaines, y compris dans les filières équines, au travers finalement de l'évolution du climat, ou de ce qu'on appelle parfois les paramètres bioclimatiques. Alors ces conséquences, on commence à les quantifier, à les mesurer. C'est des problématiques d'accès à l'eau. Alors une eau en quantité suffisante lorsqu'il en faut, mais aussi une eau de qualité. On pense beaucoup quantité d'eau quand on pense changement climatique, mais on peut avoir de l'eau disponible mais qui ne soit pas utilisable parce qu'elle est contaminée par des bactéries, par des cyanobactéries, par des agents pathogènes. Donc ne pas penser à l'eau qu'en quantité, mais aussi en qualité. Il y a le problème de la thermorégulation des animaux, notamment en cas d'effort, donc de plus en plus de préconisations, ça vous savez ça mieux que moi je pense, sur l'acclimatation avant l'effort et puis un rafraîchissement, réhydratation. Vous avez peut-être vu les photos des stalles de brumisation pour les chevaux, notamment à Tokyo. Ce que l'on sait des impacts, c'est que des chaleurs trop fortes impactent les fonctions cognitives de l'animal. Donc une difficulté pour l'apprentissage, une difficulté d'orientation, des impacts sur la fertilité des animaux, fertilité des juments. Alors ce n'est pas forcément le paramètre climatique lui-même qui influe, mais ça peut être souvent la composition du régime alimentaire, avec des prairies qui, sous enrichissement de CO2 et sous augmentation de température, contiennent des plantes plus chargées en azote, qui peuvent modifier le régime alimentaire et donc la régulation de la fertilité des animaux. Et puis, bon, vous avez sûrement vu, en discutant avec les collègues du FCE, on en avait parlé, dans la presse, notamment en Grande-Bretagne, une étude faite par les collègues vétérinaires britanniques montrant peut-être une tendance à l'obésité chez les chevaux. Alors, le lien, j'ai mis un point d'interrogation, le lien changement climatique, il n'est pas du tout avéré. Simplement, plus de 30% des animaux observés, sur 900 animaux environ, étaient obèses. Et les collègues ont fait le lien avec, finalement, le fait que l'herbe pousse mieux en Grande-Bretagne depuis quelques années. Et ça pourrait être un symptôme pas un symptôme, plutôt un effet du changement climatique avec des conséquences sur la prise de consommation alimentaire, avec tous les risques associés chez l'animal. Alors, autre angle aussi pour considérer cette question du changement climatique, c'est sur les pratiques professionnelles. Notamment la question de l'arrosage des aires d'évolution en sable. Donc il y a un article très bien sur Equipédia, j'ai découvert Equipédia, il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Justement, où on voit que finalement, il faut apporter de l'eau pour garantir la cohésion du substrat. Alors le chiffre que j'ai trouvé, c'est 4 mm par jour par mètre carré en saison estivale. Alors ça paraît peu, 4 mm, mais c'est le même ordre de grandeur que ce qu'on apporte dans les cultures de maraîchage, par exemple sur salade ou autre. Et c'est pour une exploitation, pour une entreprise, c'est plusieurs mètres cubes par jour.
Alors, je n'ai pas trouvé, peut-être que parmi vous, certains auront des éléments, l'estimation du coût que ça représente dans le budget d'un manège ou d'un centre équestre, mais j'ai vu simplement une enquête sur le parc naturel de la vallée de Chevreuse qui montrait qu'on avait, pour chaque manège, il y en a beaucoup dans le parc naturel de la vallée de Chevreuse, pour chaque exploitation, c'était entre 8 et 15 mètres cubes jour d'eau. Ce qui paraît beaucoup et peu, mais quand on est dans une période de restriction d'usage de l'eau, ça va commencer à poser problème. Donc il y a une question d'évolution des sols. Bon, il y aura des présentations sur le sujet, hein. Donc, des sols fibrés, l'irrigation par le sol qui permet d'économiser de l'eau, les sols sans arrosage. Se pose la question aussi de l'arrosage des aires d'évolution en gazon. Et puis en termes très opérationnels, pour plutôt la partie sportive, c'est peut-être le décalage des horaires des épreuves, voire leur annulation ou la modification du lieu des épreuves. On l'observe aussi d'ailleurs dans la pratique sportive humaine, hein, avec des marathons qui ne sont non plus à l'endroit où ils avaient lieu précédemment, y compris dans les Jeux Olympiques. Le deuxième volet, c'est lié, j'ai un petit peu parlé avec la question de l'azote sur les juments, c'est l'évolution des ressources alimentaires, notamment l'évolution des prairies, impact sur les prairies naturelles aux prairies semées. Ce que vous avez sur la droite de la figure, ces courbes vertes, là, avec les deux pics, c'est la courbe, j'allais dire, standard de croissance de l'herbe en France métropolitaine. Hein, c'est l'Institut de l'élevage, hein, qui sort ces courbes-là. Ça vous montre que traditionnellement, en France, on peut faire deux coupes, voire 3, ça dépend des régions. Une coupe de printemps en avril-mai très importante, et puis, si l'été n'est pas trop sec, une deuxième, voire une troisième coupe ensuite. Sous l'influence du changement climatique, en fait, on observe plusieurs choses. La phénologie, donc le cycle de développement des plantes, est perturbé. La pousse de l'herbe commence plus tôt. Donc si les autres conditions le permettent, on peut peut-être mettre les animaux plus tôt à l'herbe, pour peu que la portance du sol soit suffisante. Ça, c'est vrai surtout pour les bovins. Mais par contre, ce qu'on observe de plus en plus, c'est qu'il y a une première coupe, qui parfois est plus importante d'ailleurs que les coupes traditionnelles, mais qu'ensuite, des fois, il n'y a pas de deuxième ou troisième coupe parce qu'il n'y a pas de repousse de l'herbe avant l'automne suivant. Donc, on a des déficits qui se creusent sur la production herbagère dans beaucoup de régions françaises. Alors, ce n'est pas vrai partout. Il faut aller voir sur le site de l'IDEL, ils ont fait des choses très détaillées sur les différentes régions. Mais j'ai pris la petite carte de droite là, comme un exemple de ce qui s'est passé en 2020. C'est à partir d'un indicateur de pousse des prairies qui s'appelle ISOP, que vous connaissez peut-être, qui est un indicateur utilisé par le ministère de l'Agriculture pour suivre la croissance des prairies en France et décréter notamment à un certain moment l'état de calamité naturelle et déclencher les aides pour les éleveurs. Eh bien, en octobre 2020, en France, hein, l'essentiel du grand quart, nord-est de la France, même plus que ça, y compris en certains coins de la Normandie, était en déficit très important sur le rendement des prairies fourragères. Alors, c'est juste un point comme ça, mais ce système-là, cette observation-là, elle se répète de plus en plus, et vous connaissez les problèmes qui se posent maintenant de compétition pour les litières, compétition pour l'alimentation, et la hausse potentielle du coût de l'alimentation pour les animaux. Donc tout ça, ça pose des questions sur comment veut-on continuer à développer des activités qui nécessitent d'avoir des prairies qui soient fonctionnelles, qui soient de bonne qualité, fourragères, alimentaires, et qui, en même temps, parce que c'est toujours le jeu du en même temps, stockent du carbone, puisque l'un des rôles importants des prairies, notamment les prairies permanentes, dans la régulation du changement climatique, c'est le stockage du carbone, sachant que finalement, une prairie stocke autant de carbone dans les sols qu'une forêt. Dans les sols, hein, je ne parle pas des arbres. Donc on a vraiment un rôle très important pour ces prairies. Le troisième élément, mais qui sera développé cet après-midi, notamment dans une table ronde en fin de journée, ici même, c'est l'environnement sanitaire des chevaux ou des équins. Bon, tout le monde a entendu parler des problématiques de la fièvre West Nile, hein, j'ai pris ici une carte qui est une des plus récentes, en 2019, où on a finalement l'identification des cas chez les chevaux, chez les humains en rouge, chevaux en vert. Vous savez que le West Nile, en fait, c'est un virus qui normalement est chez les oiseaux migrateurs en particulier. Les moustiques se nourrissent sur les oiseaux, recontaminent des oiseaux avec ce virus, mais ils peuvent aussi piquer des chevaux ou l'homme. Et l'homme et le cheval, ou les équins, sont des impasses pour le virus. Par contre, ça peut rendre malade, voire tuer les animaux en particulier. Et donc le West Nile, progressivement, on voit sa répartition qui augmente. Les cas initiaux de mémoire identifiés étaient plutôt dans la région de Camargue, et maintenant on en retrouve, y compris dans le nord de l'Allemagne. Donc c'est plus une préoccupation uniquement du bassin méditerranéen, c'est en train de se développer parce que finalement l'ère du virus augmente. Et puis j'ai illustré une méchante bestiole là, par une petite photo. Alors, elle n'est pas si grosse que ça, hein, mais c'est quand même quelque chose de très préoccupant, c'est une tique
C'est la tique Yellowma marginatum, donc qui est une tique qui vit en zone méditerranéenne et qui est vectrice d'une maladie beaucoup plus grave que le West Nile, qui est la fièvre hémorragique Crimée-Congo. Et là, cette tique, elle est en train de remonter très très vite vers le nord. Elle est potentiellement vectrice, elle n'est pas toujours contaminée par, heureusement, la fièvre hémorragique, mais le vecteur est là. Et en général, quand le vecteur est là, la maladie ne met pas très longtemps à suivre. Donc il y a une surveillance sanitaire très forte sur cet animal-là, qu'on retrouve maintenant dans tout le sud de la France, ça remonte même vers Lyon et dans d'autres régions, parce qu'il y a un risque, à un moment donné, qu'il y ait des pathologies qui se développent. Il y a une table ronde sur le sujet, j'en dirai pas plus, ici même, 16h30, si j'ai bien compris, pour en savoir beaucoup plus sur ces questions par des spécialistes. Alors, face à tout ça, filière équine est-elle complètement désemparée? Quels sont ses atouts? Comment finalement, et j'ai repris ici encore, je dirais, la notion de green assets, que les collègues de l'IFCE connaissent bien, pour dire finalement, est-ce qu'on peut, avec les grands domaines les grandes qualités que l'on connaît à la filière équine, et est-ce que l'on peut faire avec ces animaux, est-ce qu'on a des choses qui permettent de répondre aux défis du changement climatique? Alors, je vais me lancer dans une improvisation sous votre contrôle, vous pourrez critiquer allègrement. J'ai repris une illustration qui vient du papier de 2020 dans Animals. Alors, en termes d'usage des terres, donc de fréquentation des terres ou d'articulation entre filière équine et usage des terres, je pense qu'on a un point sur lequel il y a des progrès à faire, mais qui est aussi un point intéressant, c'est tout ce qui va être réduction indirecte des émissions, notamment de N2O, donc cette émission de protoxyde d'azote, qui actuellement est surtout liée à l'usage d'engrais en agriculture, mais aussi à une mauvaise gestion ou une gestion inadaptée des effluents d'élevage, des fumiers et des crottins de cheval notamment. Donc, travailler sur le compostage des effluents, sur le compostage des déjections, pour s'en servir comme amendement, à la place d'un amendement qu'on achèterait de synthèse, ça fait partie de l'équation, mais c'est aussi de mieux gérer les stockages, parce qu'un fumier laissé à l'air libre va émettre, et ça les collègues en parleront avec Cap2ER, à la fois du N2O, du CH4, du CO2. Donc, la gestion des effluents fait partie des pratiques, et il y a des avantages, vous le savez, à pouvoir utiliser comme intrant ces déjections. La question du pâturage, la question finalement de laisser des animaux dans la mesure où le pâturage est raisonné et raisonnable, ça permet d'augmenter en général la résilience aux aléas climatiques, parce que ça permet d'avoir des animaux sur lesquels on peut les laisser en nourriture libre sans avoir à ramener nécessairement ou à stocker beaucoup de foin. En tout cas, ça peut permettre d'équilibrer les balances entrée sortie pour les exploitations. Et puis, c'est très favorable au stockage de carbone dans les sols, d'avoir des prairies, notamment des prairies permanentes, fréquentées par des chevaux ou d'autres animaux. C'est un atout pour le stockage de carbone. Et donc, indirectement, c'est un effet positif sur l'atténuation du changement climatique. La biodiversité, alors biodiversité, on va dire biodiversité vue sous l'angle biodiversité des équins, mais aussi biodiversité des paysages fréquentés par les animaux, qui maintiennent un degré d'ouverture et une diversité des prairies, c'est quelque chose qui aussi permet d'augmenter ce qu'on appelle la résilience aux aléas climatiques. Alors, au terme de résilience, je ne vais pas rentrer dans l'exégèse du terme, on pourra en parler pendant des heures. Mais quand je parle de résilience, c'est vraiment de stabiliser le fonctionnement des systèmes, stabiliser la production des prairies, stabiliser finalement l'alimentation des animaux. Et puis, de manière connexe, alors les illustrations valent ce qu'elles valent, mais le recours à la traction animale, qui est un sujet qu'on voit parfois dans les médias, j'allais dire généralistes, sur lesquels il y a pas mal d'articles, notamment sur Internet, j'ai mis les références à chaque fois, est un vrai sujet sur la réduction des émissions. Alors c'est extrêmement compliqué de trouver des valeurs chiffrées. Des gens qui sont, entre guillemets, amusés à comparer, notamment sur le débardage forestier, le débardage 100% mécanique versus quelque chose où on mixte les deux. J'en ai trouvé quand même quelques-uns, je ne voulais pas vous noyer sous les chiffres, et qui montrent que des approches mixtes, on va dire tronçonnage avec des machines thermiques, mais débardage à cheval, pour des volumes débardés dans certains territoires un peu escarpés, à peu près équivalents, on gagne 40 à 50% des émissions. Il y a très peu de données, c'est des données qui viennent de Suisse, mais en tout cas, il y a des marges de progrès. Alors après, c'est aussi une autre façon de travailler, et c'est quelque chose qu'il faut peut-être repenser en termes d'intégration dans la filière. Après, le tourisme hippomobile, oui, pourquoi pas. Là, je crois que l'image, je ne sais plus si c'est sur le Ventoux, non, c'est pas le Ventoux, c'est le Canigou. Monter le Canigou en charrette à cheval, bon, ça plaît aux touristes. C'est toujours mieux qu'en quad, en tout cas du point de vue des émissions de gaz à effet de serre.
Alors, ce qu'on m'a dit, il faut que ça se termine par quelque chose, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, je n'avais pas la photo de la salle, mais j'avais une photo d'une autre salle où les gens étaient très intéressés, où ils faisaient peut-être autre chose, et regardaient leur mail peut-être. Sur ce qu'il faut retenir de mon intervention, en tout cas ce que j'ai essayé de passer comme message, c'est qu'il y a déjà, et ça c'est de toute façon inexorable, des conséquences du changement climatique sur les équins et la filière, déjà visibles. Alors, ça peut être, je l'ai dit, sur le bien-être, les performances, l'alimentation des animaux, leur environnement sanitaire, je rappelle la table ronde. Je pense que dire qu'il n'y a pas d'impact du changement climatique sur cette filière comme sur tout le reste de nos activités, ça serait complètement, je dirais, non seulement illogique, mais je dirais presque, le mot est un peu fort, dangereux et criminel, parce qu'on ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien. Et ce n'est pas parce qu'il y a des impacts qu'il faut aussi baisser les bras, qu'il ne faut pas se mobiliser. C'est aussi le sens de mon intervention. La filière, la filière au sens large, les activités ont un rôle à jouer dans les démarches d'atténuation et l'atteinte de la neutralité carbone. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. Vous avez dû entendre parler de la loi climat et résilience. Il y a actuellement une réflexion multi-organismes et multi-tutelle de l'État sur la future stratégie bas carbone de la France qui doit sortir en 2023. Qui va faire les efforts? Quelles sont les filières qui vont être les plus impactées? L'agriculture est montrée du doigt comme étant celle qui a fait le moins, l'agriculture au sens large, qui a fait le moins d'efforts par rapport aux autres filières. Donc on attend beaucoup du secteur agricole, toujours au sens large, élevage y compris, sur les réductions d'émissions et le stockage de carbone. Les nouvelles ne sont pas très bonnes du côté du stockage de carbone par les forêts. Vous savez que nos forêts sont en très mauvais état en France, de plus en plus mauvais état. Et donc les nouveaux chiffres qu'on sort, c'est que le puits de carbone qu'on espérait pouvoir nous pomper tout ce qu'on aimait, il est peut-être 2 fois plus faible que ce qu'on pensait. Donc il faut travailler sur la réduction des émissions, ça veut dire travailler aussi sur les effluents, les activités. Je ne dis pas qu'il faut interdire les activités de déplacement, les compétitions sportives, ce n'est pas du tout mon propos, mais dire simplement être conscient des émissions et de pouvoir les compenser par des actions de différentes natures. Ça peut être planter des arbres, c'est un peu bateau, mais ça peut être ça ou d'autres actions. La substitution aussi, lorsque c'est possible, c'est-à-dire utiliser la traction animale versus la traction, enfin les systèmes mécaniques, pourquoi pas. Et puis la compensation, je l'ai déjà dit, c'est important. Il y a un potentiel d'adaptation dans la filière, vraisemblablement, qu'il faut évaluer. Je ne suis pas sûr que, dans beaucoup de filières, en tout cas sur les dossiers sur lesquels j'ai eu à me pencher, qui ne sont pas des dossiers sur la filière équine, beaucoup de gens raisonnent sur finalement la réponse à court terme. Se dire comment je vais passer la mauvaise saison, il me faut du fourrage, il me faut de l'eau pour arroser mes cultures. Vous avez vu tous les débats sur les réserves d'eau qu'on veut installer un peu partout en France. Enfin, certains veulent installer, d'autres n'en veulent pas. En fait, ça permet de passer une mauvaise période, mais ça ne permet pas de s'adapter sur le long terme. Donc on a vraiment besoin, collectivement, de construire, avec les acteurs, avec les porteurs d'enjeux que vous êtes, la stratégie d'adaptation de la filière. Ça veut dire se projeter à 15 ans, 20 ans, 30 ans, même si on le sait très bien, la réalité économique, elle est plutôt à court terme. Et ça, on a vraiment là quelque chose qu'il faut qu'on travaille. Et je pense, en tant que représentant ici d'INRAE, le travail avec l'IFCE, le travail d'INRAE, c'est aussi de se projeter sur ces schémas futurs et pour les développer et les transférer vers le terrain. Et puis, ce qui est extrêmement, pour moi, quelque chose que je rabâche, parce que à force de faire des interventions, pas forcément sur la filière équine, vous l'avez vu, mais sur d'autres sujets, c'est qu'on ne passera pas à travers d'une vision dite systémique. C'est-à-dire que les activités équines, comme l'agriculture, font partie d'un grand tout, et travailler en silo, sans faire de mauvais jeu de mots avec l'agriculture, c'est la meilleure façon de ne pas atteindre nos objectifs. Donc, il faut que, à la fois le monde industriel, que le monde économique, que les citoyens, que tous les acteurs soient capables d'analyser de manière systémique, c'est très compliqué parce que ça ne se limite pas à la France, bien sûr, c'est une vision globale, ce qui se passe et les leviers à activer, il n'y en a pas un, il n'y a pas une formule magique qui va apparaître, qui va nous dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc il y a vraiment une vision systémique à développer et toujours progresser à la fois sur l'atténuation, réduction des émissions, parce que je vous l'ai dit, même si on réduisait toutes nos émissions à 0 aujourd'hui, on en a pour au moins 80 à 100 ans de dynamique climatique qui va continuer. Donc c'est indispensable, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et donc il faut penser à l'adaptation en cohérence avec l'atténuation. Et pour terminer, je pense que votre filière elle a des atouts à valoriser et on est là pour en discuter aujourd'hui. C'était mon but ce matin, de lancer le débat. Maintenant, on a du temps pour des questions. Je vous remercie de votre attention et puis à votre disposition.